Alors, je ne vous vois pas. Du coup, je vous dis bonjour et merci d'être venu à cette présentation. Je vais commencer par quelques questions pour savoir un petit peu à qui je m'adresse. Et alors, du coup, ça va être pratique comme je ne vous vois pas. La première question que j'aimerais vous poser, c'est qui a déjà entendu parler d'OpenTelemetry avant? Oh, ok. Qui a fait plus qu'en entendre parler? Ah oui, ça fait déjà moins, c'est pas mal. Ah vache, c'est pas cool. Ah, c'est mieux. Qui se définit plutôt comme un dev? Ok. Et qui se définit plutôt comme un ops? Oui, demain. Super. Ok. Dernière question, et après on arrête avec les questions. Si vous achetez un nouvel appareil, genre un four, une machine à laver, un truc comme ça, qui lit le manuel utilisateur? Qui attend le code d'erreur F412 pour l'ouvrir? Ok. Alors, moi, OpenTelemetry, ça fait un petit bout de temps que j'en ai entendu parler. Et cette conférence-là, en l'occurrence, il ne s'agit pas de vous le présenter tous les concepts les uns après les autres. Et il ne s'agit même pas de vous dire que ce que je vais vous raconter ça ici, c'est la vérité, entre guillemets. Il s'agit plus de vous raconter mon expérience lors de la mise en place d'OpenTelemetry sur un projet. Alors, même si on ne va pas se le faire de bout en bout, on va quand même essayer de faire un petit rappel pour qu'on soit tous à peu près d'accord sur ce qui se cache derrière OpenTelemetry. Alors, pour commencer, OpenTelemetry, c'est une tentative de standardisation des données et plus spécifiquement des différents signaux qui peuvent être émis par une application. Alors, concrètement, c'est quoi un signal? C'est du log, de la trace et des métriques. Donc, OpenTelemetry, ça s'occupe de ça. Et chacun de ces signaux, ils ont une spécification propre avec des niveaux de maturité propres. Donc, moi, par exemple, quand j'ai commencé à bosser, on avait les métriques qui étaient stables, les traces qui étaient au niveau d'en dessous et les logs qui étaient draft. Bon, aujourd'hui, ça a bien progressé et je crois qu'on est tout au niveau stable. Ça ne veut pas dire que c'est fini, mais déjà, ça veut dire que vous êtes un peu plus sûr de savoir avec quoi vous êtes en train de travailler. Okay. OpenTelemetry, c'est aussi une convention de désignation d'une ressource. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ici, une ressource? Une ressource, c'est un truc qui émet des signaux. Voilà. Trace, log, métrique. Et quand on parle d'une convention, on parle d'une convention sous deux ordres. En fait, on va essayer de normaliser la façon dont on décrit une ressource d'un point de vue technique. Est-ce que je suis une VM? Est-ce que je suis déployé sur AWS, GCP? Est-ce que je suis un conteneur dans un cluster cube? Ce genre de choses. Et cette tentative de normalisation, elle a tendance à grossir. C'est-à-dire que plus ça avance, plus ils vont vous proposer des normalisations pour différents environnements, on va dire. Mais on va aussi tenter de se trouver une convention pour désigner une ressource d'un point de vue fonctionnel. Ok, je suis un pod, mais en fait, je suis un pod qui est la base de données dans la version 5.8, faisant partie d'une application plus complexe, et ainsi de suite. OpenTelemetry, c'est aussi des implémentations d'instrumentation de code qui sont disponibles dans plusieurs langages. Je ne vais pas tous vous les citer, mais il y a du Go, du JavaScript, du Java, du Rust, du tout. Et ça continue à grossir. Et en fait, ces implémentations, ces instrumentations, elles sont là pour quoi? Elles sont là pour vous aider à produire les signaux. Et spécifiquement, majoritairement pour produire des traces. Ça, c'est une proposition que vous pouvez ou pas utiliser sur vos projets. Ça vous permettra d'avoir plus ou moins la main sur ce que vous êtes en train de produire. Nous, par exemple, on ne l'a pas du tout utilisé. Et pour finir, OpenTelemetry, c'est une sorte de collecteur magique dont le but
et de rendre vie à la promesse de base d'OpenTelemetry. Et c'est quoi cette promesse de base? C'est la grande unification des forces. C'est la capacité de mettre en corrélation tous ces signaux qu'on avait jusqu'à présent de façon à peu près disparate, si on les avait tous. Voilà. Je me présente, puisque je vous ai posé des questions, je vais y répondre. Je m'appelle Jérôme, je suis Tech Lead Architecte, je suis du coup plutôt côté dev. Je bosse chez OnePoint à Bordeaux, on est une ESN, et vous pouvez me trouver sous GitHub, sous @jitama. Et pour la question sur les manuels utilisateurs, moi j'attends le code d'erreur avant de les ouvrir. Voilà, comme ça, vous savez. Il y a 2-3 ans, c'est-à-dire, je pense que ça correspond à peu près à l'apparition d'OpenTelemetry, je l'avais vu arriver dans les radars comme ça, comme le nouveau truc qu'il va falloir suivre demain. Je l'avais mis dans un coin de ma tête, puis j'avais autre chose à faire, donc je l'avais mis de côté. Et il y a une grosse année, je suis sorti d'une conf où un mec racontait la mise en place, enfin racontait OpenTelemetry, et j'avais vraiment la tête dans les étoiles. L'image qui est en fond, là, c'est une image qu'on trouve sur le site officiel d'OpenTelemetry, quoi. Donc c'est la promesse, on va vous en mettre plein les yeux. Et en l'occurrence, c'était hyper réussi. Donc j'ai vu son truc et je me suis dit, OK, première occasion, tu sautes dessus, il faut que tu essayes de le mettre en place. Et coup de bol, un matin, en mai 2022, j'ai un chef de projet. Alors je vous laisse choisir si je suis le lapin ou si je suis Alice, qui vient me voir et qui me dit « Ouais, salut Jérôme, sur le projet, c'est le bazar. On n'arrive pas à retrouver nos billes quand il y a des lenteurs. De toute façon, les logs, il y en a plein, on ne sait pas où les chercher. De toute façon, on n'arrive pas à savoir si on consomme trop ou pas. Enfin bref, ça ne va pas du tout, quoi. » Et en fait, ce qu'il était en train de me raconter, c'était l'absence exacte d'observabilité de son système. Okay, et donc, du coup, qu'est-ce que c'est que l'observabilité? En fait, c'est la capacité à aller regarder un système en cours de fonctionnement, pas en post-mortem. On veut le regarder alors qu'il est en train de travailler. Okay, et ça, c'est ce que vous promet de mettre en place OpenTelemetry. Bref, quand il est venu me dire ça, directement dans ma tête, c'est un petit peu vrillé. Je me suis dit, c'est cool, on va pouvoir mettre en place, on va y aller, c'est cool. Tu vas lui mettre l'OpenTelemetry, ça va faire des shock API, qui va être hyper content et ça va être facile, quoi. Alors, je ne lui ai pas dit que ce serait facile, je n'étais pas ouf quand même, j'avais un peu senti le piège venir, mais c'est un peu ce que je m'étais dit. Alors, pour que vous ayez du contexte un petit peu sur ce projet, je vais vous raconter un peu la pile technique sur laquelle on est en train d'évoluer. D'abord, on déploie tout dans un cluster Kubernetes. Ensuite, on a une application modulaire en Java avec Quarkus. On a un front propulsé par Nginx et développé en Angular. Et histoire de compléter la pile technique et les buzzwords, on a de l'Elastic, du Kafka, du Postgre, du Nifi, et il y en a encore quelques autres. Et en fait, si je vous montre tout ça, c'est surtout pour vous dire que quand on s'est dit on va mettre en place de l'observabilité sur le projet, il ne s'agit pas juste de pouvoir observer ce que nous on développe. Il faut être en capacité d'observer tout, y compris les briques d'infra comme mon cluster, cluster Kubernetes, y compris le cluster Kafka, y compris la base, et ainsi de suite. Donc je vais plutôt insister sur ce qu'on a fait côté applicatif, mais on a étendu la mise en place à l'intégralité du système. Alors, un dernier tout petit parti pris sur ce que je me suis autorisé à faire lors de la mise en place de l'observabilité sur le projet. En fait, c'est un projet qui est en cours de dev. Et du coup, je ne peux pas me permettre d'arriver comme ça et de dire aux gars, stop, enlève les crayons, il faut que je mette des trucs en place, vous reviendrez dans 3 semaines. Non, forcément, il faut que ça continue à pouvoir bosser, quoi. Donc ça veut dire que moi, je m'autorise à aller changer des confs externes, à rajouter des librairies, des choses comme ça, mais je dois pas intervenir, en tout cas pas dans un premier temps, dans le cœur du système. Voilà, c'est parti. Moi, j'ai pris la pilule rouge, et puis vous restez avec moi au Pays des Merveilles. On descend au fond du gouffre, et on va aller creuser un petit peu tout ça. Et on va commencer par le collecteur magique en question. Alors en fait, c'est quoi un collecteur? Le collecteur magique,
c'est un ensemble de pipelines, c'est du Go. Et en fait, chaque pipeline, c'est une collection de receivers dont le travail est de recevoir des signaux sous différents formats, de différentes manières, qui vont aller transmettre les signaux, une fois qu'ils sont arrivés dans le format pivot d'OpenTelemetry, à une série de processeurs, et les processeurs sont capables d'ajouter du travail, d'ajouter de l'information, ce genre de choses, de faire de l'agrégation, et surtout, ils traitent tous les signaux. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe à des exporteurs, j'ai bien dit des, donc on peut avoir des flux en Y sans trop de problèmes, et puis je peux avoir plusieurs pipelines. Alors, je ne vous l'ai pas encore dit, en fait, on ne développe pas, quand on fait de l'OpenTelemetry, on YAML. Qui aime YAML? Pas moi. Et en plus, moi, je suis dans un cluster Kubernetes, parfois appelé YAMLnetes, donc on a du YAML dans du YAML. C'est délicieux, je vous promets, mangez-en. Donc en fait, moi, dans cette présentation, je vais enlever tout ce qui concerne Kubernetes. Par contre, à la fin, je vous donnerai les liens vers un dépôt GitHub. Et là, vous avez tous les manifestes avec le YAML dans le YAML. Donc vraiment, si vous voulez pleurer, il n'y a pas de souci, vous pourrez aller les voir. Alors, j'attaque tout de suite la mise en place de l'observabilité dans mon cluster. Première chose que je fais, je déploie le fameux collecteur magique. À l'époque, on était sur une 0.43, je crois qu'on en est à la 0.77. En tout cas, au début de la semaine dernière, ça bouge beaucoup et il faut être prêt à suivre ça. Donc, je l'ai dit, je ne lis pas les manuels. Par contre, à la conf, le gars, il avait dit l'essence d'OpenTelemetry, c'est le collecteur, c'est génial. Et moi, ça m'avait pris 5 minutes à déployer le collecteur, quoi. Du coup, je me suis dit, ça va rouler cette affaire. Ça va pas rouler cette affaire. Il va falloir qu'on fasse quelque chose avec ce collecteur. Et la première chose qu'on va faire, c'est commencer à collecter des métriques. Et j'ai juste commencé par les métriques parce que c'était le format le plus stable à ce moment-là. Et qu'en plus, moi, j'avais des applications déployées en Quarkus qui savaient exporter du Prometheus, et je me doutais bien que pour toutes mes briques d'infra, ce serait pas trop compliqué d'exporter ce genre de métriques. Donc je suis parti. Alors, comment je fais pour YAML en OpenTelemetry? J'ouvre mon YAML pour aller configurer mon collecteur magique. Et alors, comme je vous l'ai dit, j'ai des receivers, des processeurs et des exporteurs, et on va commencer par les receivers. Ici, c'est LE. Et c'est le receiver Prometheus. Si vous avez déjà fait du Prometheus, vous n'êtes pas perdu, c'est exactement la même chose. Donc ici, j'ai une configure de scrapping, quoi, qui me dit, toutes les 5 secondes, tu vas aller faire une requête sur les passes /q/metrics. Si vous ne le précisez pas, il le fait sur /metrics. Ce sera du HTTP. C'est mal, mais c'est comme ça. Et l'autre sur lequel tu dois aller taper, c'est un tableau, hein, et en l'occurrence, c'est mon app 1 sur le port 8080. Okay, donc c'est à noter, de base, Prometheus, il fonctionne sur un mode pull et pas sur un mode push. Donc on va chercher la donnée. Okay. Ensuite, j'ai des processeurs, je ne vais pas les détailler, ceux-là, ils sont juste là pour restreindre les ressources qui sont consommées par mon collecteur magique. Et ensuite, j'ai des exporteurs. J'en ai deux. Le premier, c'est l'exporteur de logging. Alors celui-là, il est hyper cool parce que c'est le seul qui vous permet de savoir ce qui se passe à l'intérieur du collecteur magique et d'être certain que ça se passe comme vous voulez, quoi, comme vous l'avez prévu. Et ça ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Et ensuite, mon exporteur Prometheus, parce que donc, on l'a dit, hein, mes données, elles sont rentrées. En l'occurrence, je n'ai pas fait beaucoup de traitement dessus, mais il faut bien que je les réémette. Okay, et juste, petit détail, l'exporteur en question, il sait faire le mapping entre les définitions de données sur les conventions plutôt OpenTelemetry, ou plutôt Prometheus. Et puis pour finir, je définis un premier pipeline, qui est le pipeline de métriques, et qui ne fait que prendre les briques que j'ai définies au-dessus. Okay, et donc, typiquement, si j'enlève le logging de cette liste, il ne sera juste pas activé, il mangera juste plus de ressources, et puis ça continuera à fonctionner. Donc ça, c'est pratique au moment où on est en train de faire les choses. On enlève, on active, on désactive, ça se fait hyper bien. Alors, je ne vous le reprécise pas, mais à chaque fois que je fais une modification
à mon YAML, évidemment, je suis obligé de redéployer mon collecteur. Okay. Une fois qu'on l'a compris, c'est cool. Alors du coup, dans mon cluster, maintenant, mon collecteur qui était déjà présent, il va récupérer des métriques depuis l'app, enfin sur l'app 1. Okay. Et là, je le vois dans les logs et je suis hyper content, quoi. Et en fait, je suis hyper pas content. Alors, ok, c'est cool, il récupère des métriques, mais pour qui, en fait? Pourquoi? Et du coup, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste dessus, je ne lis pas les manuels, et du coup, là, c'est le premier mur que je me suis pris au moment de la mise en place. C'est que, en fait, OpenTelemetry, il ne développe pas de back-end de persistance, il ne les déploie pas pour nous, en fait. Et évidemment, il ne les déploie pas pour nous, puisque son propos, c'est d'être agnostique, quoi. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je le fasse moi-même. Alors moi, je suis plutôt côté dev normalement. Donc ce que j'ai fait là, c'est juste un déploiement assez basique. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai déployé un Prometheus dans mon cluster. Donc on complète la chaîne. Et puis ensuite, avoir des métriques, c'est cool. Pouvoir regarder la valeur de ces métriques, c'est encore mieux. Donc je déploie un Grafana parce que je ne lis pas le Prometheus comme ça, dans la matrice. Alors ça m'amène à la première leçon, celle qui a été peut-être la plus dure, je pense, c'est que OpenTelemetry n'est pas un back-end de persistance. Il n'est pas là pour ça. Parfois j'entends des débats, oui, OpenTelemetry, Jaeger, VS, Jaeger. Non, en fait, OpenTelemetry et Jaeger, les deux ne sont pas incompatibles. Il y en a un qui va aller donner à manger à l'autre. Ça veut dire qu'il va falloir aller faire des choix. Bref, une fois que j'ai déployé tout ça, et que j'ai dans mon Grafana, voilà ce que j'arrive à obtenir. Alors, si vous êtes un peu loin, je suis désolé pour vous, c'est une image, je ne peux pas la zoomer, mais c'est un dashboard avec énormément de métriques sur une application Java. Là, j'ai, je pense, à peine un quart du dashboard complet. En vrai, je suis hyper content parce que le premier truc dont je m'aperçois, c'est que j'ai réservé beaucoup trop de mémoire par rapport à ce que mon application consomme. Et donc c'est cool, je vais pouvoir maintenant aller réduire la mémoire que je lui avais donnée pour faire un peu de fine-tuning. Et en fait, c'est pour ça qu'on met en place de l'observabilité, quoi. C'est pour voir un petit peu ce qui ne va pas. Si tout va toujours bien, ça ne sert à rien d'observer. Donc c'est cool, maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller rajouter un autre module. Je retourne dans mon YAML, c'était un tableau, aucune difficulté. Je rajoute mon app 2, et ça roule. Et ça roule, en effet. Je vois bien que le collecteur, il va maintenant scraper vers l'app 1, enfin depuis l'app 1, pardon, et depuis l'app 2. Et ça marche. Du coup, je retourne dans mon Grafana, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Et en fait, là, j'ai un peu tiré la tête parce que je me suis rendu compte que j'étais incapable de savoir qui de app 1 ou de app 2 était en train de produire les métriques que j'étais en train de regarder. Du coup, je ne peux pas dire, tiens, il y en a un qui est en train de mourir et c'est lui. Je peux juste dire, il y en a un qui est en train de mourir, débrouille-toi. Bon, on va vite s'en rendre compte, mais c'est quand même pas très pratique, quoi. Okay. Et du coup, ça m'a amené à ma deuxième leçon, c'est que dans OpenTelemetry, en tout cas, les ressources, c'est la vie. Donc Hubert Sablonnière vous a dit que c'était le cache HTTP. Moi, je vous ai dit que c'est les ressources. Okay. Et en effet, ce n'est pas pour rien que OpenTelemetry propose des standards de définition des données. C'est que si on produit des données comme ça sans savoir les rattacher à quelqu'un, on les pousse dans du vide, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un vous a déjà dit les données, on va les mettre dans le big data et puis on en fera quelque chose un jour. Personne n'en fera jamais rien en fait de ces données, quoi. Là, c'est la même chose. On produit des données, il faut savoir qui produit les données, il faut savoir le dire précisément. Et en fait, une fois qu'on a défini précisément qui émettait des signaux, on va commencer déjà à avoir un petit bout de corrélation. Ça va commencer par là. Okay. Donc, comme je viens du monde du dev, je me fais un petit refacto. Alors, pourquoi je me fais un petit refacto? Là, je vous ai montré sur 2 modules, sauf qu'en fait, moi, j'en ai pas 2, j'en ai 6, et que je me doute bien qu'il y en a d'autres qui vont arriver, et que je ne peux pas passer mon temps à aller changer mes confs, machin truc. J'aimerais bien que ce soit un petit peu automagique, cette histoire, que quand il y a un nouveau module qui arrive, pouf, ça juste marche, et j'ai rien à faire. Donc pour ça, au lieu de tout déployer à la main dans mon cluster, j'ai utilisé un opérateur, l'opérateur OpenTelemetry,
Et pour ceux qui ne font pas trop de Kubernetes, un opérateur, c'est quelque chose qui permet de définir des ressources, mais cette fois-ci au sens de Kubernetes. Donc plutôt que de dire je veux un déploiement ou je veux un pod, je vais dire je veux un collecteur OpenTelemetry, et puis lui, il va se débrouiller pour le faire, et surtout, il va l'opérer pendant le cycle de vie. Donc ça, c'est top, ça veut dire qu'il va faire plein de choses à ma place. Et puis, voilà, ce que je décide de faire, c'est que, en fait, pour avoir cette espèce de fonctionnement automagique, là, en fait, j'utilise le sidecar. Alors, le sidecar, c'est un truc qui tourne à côté de votre conteneur, à vous, dans le même pod, quoi. Et par contre, vous mettez une petite annotation quelque part dans un déploiement, et ça le fait tout seul, en fait. Donc ça, c'est exactement ce que je veux. Demain, j'ai une appli numéro 2, je mets une petite annotation, et pouf, je sais que ça va marcher facilement. Et en plus, le sidecar, je le définis une fois, et je sais qu'il va avoir le même comportement pour tous mes modules. Donc c'est cool, je ne vais pas être obligé d'intervenir partout. Bon, par contre, enfin, pas par contre, hein, du coup, maintenant, voilà ce que j'ai dans mon cluster. J'ai mon application. À côté de mon application, j'ai le sidecar. Le sidecar, il envoie les métriques. Quoi? Mais tu nous avais dit que ça poussait les métriques? Non, vous allez voir. En fait, le sidecar envoie les métriques à mon collecteur maître. Et je l'ai gardé. Pourquoi je l'ai gardé? Parce que du coup, Prometheus, lui, il va toujours aller récupérer tout depuis le collecteur maître. Il devient son unique interlocuteur. Et ça, c'est pratique. Ça veut dire qu'il faut que j'aille modifier un petit peu la conf de mon sidecar. Encore une fois, si vous voulez voir comment on place le sidecar, vous irez voir les manifestes dans le dépôt. Donc maintenant, j'ai plus à définir d'autres. Je sais que ce sera toujours localhost 8080 qui va me parler, quoi. Quand j'ai trouvé le sidecar, j'ai trouvé dans la liste de tous les processeurs qui existaient un processeur qui s'appelle le KBTS Attributes Processor et qui me dit, dans le titre du README, automagiquement, je vais prendre tous tes labels Kubernetes et puis je vais aller taguer tes signaux, je vais aller rajouter tous ces labels directement aux signaux que tu produis, quoi. Et autant OpenTelemetry, bon, je ne gérerai pas trop, autant Kubernetes, ça fait un bout de temps, donc je sais qu'il faut labelliser, et donc je me dis, bah, c'est cool, je vais le faire. Je vais pouvoir en profiter assez facilement. Par contre, on change l'exporteur, on passe à un exporteur OTLP. Alors je sais qu'il n'est pas en surbrillance, mais croyez-moi, il s'appelle comme ça. OTLP, ça veut juste dire Open Telemetry Protocol. Okay, et donc je lui dis, ben, toi tu vas envoyer vers le main collector. Et puis pour finir, je modifie légèrement la liste de processeurs pour rajouter celui que je viens de définir. Et, oups, pardon, j'ai été trop vite. C'est pas en surbrillance non plus. Je modifie aussi l'exporteur pour maintenant utiliser l'exporteur OTLP. Et maintenant, côté maître, je modifie le receiver. Hein. Avant, c'était le receiver Prometheus. Maintenant, c'est le receiver OTLP. Alors, ça sait faire du gRPC et du HTTP. Et voilà. Et donc là, pareil, c'est cool. Je vois les sidecars, ils collectent, ils envoient au maître. Par contre, au niveau de mes métriques, moi, j'ai toujours rien, mais genre rien. Du coup, j'ai fait un peu le Shadok, j'ai changé le YAML à gauche, j'ai enlevé une ligne, il ne se passait rien. Et du coup, en désespoir de cause, et même si j'aime pas ça, clairement, j'étais devant le cas d'une erreur F412 de mon four. Du coup, bah, j'ai été lire la doc. Et alors, la doc, elle écrit, et au fait, si tu déploies le KBTS Attribute Processor comme un sidecar, eh ben, on ne va pas faire la détection pour toi. Et ils me disent même, bien sûr, on pourrait le faire, mais tu devrais plutôt utiliser la Kubernetes Downward API. Donc si vous faites du Kubernetes, allez regarder la Kubernetes Downward API. Et en fait, ça, c'était pas écrit genre en petit à la fin, c'était en plein milieu de la description du processeur, quoi. Et du coup, ça m'amène à la leçon suivante, qui est clairement RTFM. Je vous ai dit que j'étais plutôt tech lead et architecte, et lisez la doc, c'est ce que je passe mon temps à dire aux équipes. Et là, franchement, ils ont dû se marrer, les mecs, quand ils m'ont vu galérer. Et donc là, bah, j'ai lu la doc. J'y ai été vraiment, et faites-le. Alors, elle est pas rassemblée, elle n'est pas tout au même endroit, mais par contre, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Du coup, comme j'ai compris que je ne pouvais plus utiliser mon processeur, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'en ai utilisé un autre, qui est le Resource Detection Processor.
Et lui, il peut tirer parti de tout ce qu'il récupère sur votre environnement. Et notamment, il est capable de détecter automatiquement que vous êtes en train de tourner sur du GCP, sur de l'Amazon, ce genre de choses. Et en plus, si vous lui fournissez une variable d'environnement spécifique, donc c'est la Hotel Resource Attributes, qui contient une liste de clés valeurs, il va prendre tout ce qu'il y a dedans et puis il va aller taguer vos métriques avec. Donc c'est ce que j'ai fait. Et par contre, le K8s Attribute Processor, lui, je l'ai activé sur mon maître. Parce que par contre, avec les flux qui vont depuis les sidecars vers le maître, bah, là, ça fonctionne. Ils vont y arriver. C'est juste que je ne l'avais pas mis au bon endroit, quoi. Du coup, je change mon YAML. Comme j'ai lu la doc, j'en ai profité pour comprendre que le nom du job name, en fait, c'est la valeur de instance, de l'attribut instance de toutes mes métriques. Donc déjà, je pourrais aller un tout petit peu plus loin, quoi. J'ai fait ce qu'il faut côté cube pour utiliser la fameuse donnoir d'API. J'ai changé le resource detection processeur en lui disant spécifiquement que je veux faire une détection sur les variables d'environnement. Et ça a fonctionné. Alors là, pareil, je suis désolé, je vais vous demander de me croire sur parole parce que je ne vais pas vous montrer les attributs de mes métriques. D'abord, il faudrait que j'anonymise tout. Et en plus, regardez du JSON, c'est pas très sexy, quoi. Donc moi, ce que j'ai, en l'occurrence, c'est que j'ai énormément d'attributs sur mes métriques. Il y en a qui suivent plutôt la norme Kubernetes. Alors, à votre... je ne sais pas faire ça. Par là, pour vous. Et puis de l'autre côté, j'en ai qui suivent la norme OpenTelemetry, et puis j'en ai quelques autres qui sont custom. Là, c'était vraiment pour mes besoins, moi, pour mes dashboards. Je préférais avoir un nom application. Voilà. Et en fait, il y en a plein, c'est pas grave. Si je mets un D au milieu, l'idée, c'est qu'on a le droit d'observer la même chose selon plusieurs facettes, et qu'en fonction du monde dans lequel on vient, on va choisir une facette ou l'autre, et ça va fonctionner. Et puis ça me coûte pas cher de rajouter des attributs sur mes métriques, donc j'en mets plein. Donc c'est cool, arrivé là, j'en ai fini avec les métriques, et du coup, en effet, je récupère tous mes modules, et je vais un peu plus loin, je vais aller regarder Kafka, et ainsi de suite. Du coup, je passe aux traces. Alors, les traces, qu'est-ce que c'est? Si vous n'en avez jamais fait, avant, on faisait des monolithes. Okay, donc on avait la requête qui arrivait de notre client, ça rentrait dans le monolithe, et puis ça restait dedans jusqu'à ressortir. Donc quand ça se passait pas bien, on ne se posait pas trop de questions, quoi. Le problème, il venait du monolithe. Et un jour, on a dit, non, mais les monolithes, c'est un peu pourri, on va faire des microservices. OK. Du coup, quand la requête, elle arrive dans votre système, elle passe par A, B, C, D, E, avec un peu de chance, il y a une petite boucle entre les deux. Et quand ça ne se passe pas bien, on ne sait plus d'où ça vient. Du coup, pour pallier à ça, on met en place des traces distribuées, qui sont du coup une photo de tous les modules par lesquels vous allez devoir passer pour traiter votre requête en entrée. Okay, et là, encore une fois, je suis désolé, ce n'est pas de la pub, mais il se trouve que Quarkus a une extension qui permet d'exporter directement des traces au format OpenTelemetry. Ah oui, alors les traces, je vais me limiter à mes traces applicatives. C'est-à-dire que je considère, moi, que je n'ai pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ce qui rentre et ce qui sort de mes modules applicatifs. Le temps qui va être passé dans Postgre, si je l'ai en boîte noire, perception, application, ça me suffit, quoi. Donc je vais avoir que mes applications visibles dans les traces. Okay, alors je vais devoir modifier la conf de mon sidecar pour commencer. Je vais avoir un nouveau receiver OTLP, je vous l'ai déjà présenté, c'est lui qui va recevoir mes traces. Et hop, je saute direct au pipeline, parce qu'en fait, le processeur, enfin la liste des processeurs et l'exporteur, je les ai déjà faits, ils sont déjà configurés, et donc j'ai plus qu'à les utiliser dans un nouveau pipeline. Et là, on commence à retrouver un petit peu cette promesse d'unicité, d'unification des forces et tout ça. En fait, je l'ai déjà fait le boulot, donc je n'ai pas à le refaire, quoi. Et dans mon collecteur principal, j'ai maintenant un nouveau pipeline, qui est le pipeline qui s'occupe des traces, qui reçoit au format Open Telemetry Protocol, et tout le reste, je vous l'ai déjà présenté, donc pareil, je ne m'appesantis pas dessus, sauf que j'ai un nouvel exporteur, et que, je l'ai déjà dit, je n'ai pas de backend de persistance, donc il faut que je déploie un nouveau backend de persistance.
Donc moi, je suis parti sur Tempo, qui est dans la suite Grafana Lab. Ça s'intègre assez bien, et c'est assez bien foutu pour les déploiements dans un cluster cube, donc c'est cool. Du coup, dans mon cluster, j'ai maintenant des métriques et des traces qui vont vers mon collecteur principal. Et ensuite, c'est envoyé à droite, à gauche, vers Prometheus, Tempo, et tout ça, ça va dans Grafana. Ça commence à faire beaucoup pour mettre en place de l'observabilité. Et c'est vrai, on fait ça quand on a des systèmes complexes à mettre en place. Et surtout, on fait ça quand on a plusieurs choses à surveiller. C'est-à-dire que plus mon application va être grosse, plus je vais avoir d'applications variées, plus le coût de la mise en place va être proportionnellement réduit. Je ne gère pas très bien les micros, je suis désolé. Et du coup, mes traces, ça donne ça. Donc, moi, je suis hyper content. Vous, tout ce que vous voyez, c'est un immense ping-pong entre deux modules. Mais en fait, c'est justement ça que je cherche à observer. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vu ce ping-pong, bah, j'ai plus qu'à le résoudre. Alors, j'ai plus qu'à, ok, c'est facile à dire, mais en tout cas, les traces, elles m'apportent déjà cette information. Et encore une fois, si je mets en place de l'observabilité, c'est pour voir ce genre de choses. J'aurais pu vous montrer une trace où il y a deux modules qui travaillent et puis il ne se passe plus rien, mais ce n'est pas intéressant en fait. Ok ? Et la partie, moi, en tout cas, qui m'a le plus émerveillé, c'est que si je zoome sur une de ces traces, j'obtiens ça. Alors, j'ai dû tout anonymiser, encore une fois, je suis un petit peu désolé. Par contre, vous pouvez voir que sur cette trace, je peux avoir tous les attributs que je vous ai présentés avant, qui étaient sur les métriques. OK ? Et si vous êtes observateur, vous voyez que tout en haut, il y a un bouton bleu, Logs for this span, ce qui veut dire que oui, à la fin, on arrivera à naviguer automatiquement entre une trace, et une trace étant composée de span, donc entre un span et le bout de log exactement qui l'a produit. Ça, c'est la prochaine leçon, et celle-là, elle n'est pas vilaine, elle est même très belle. Tout ce que vous avez déjà été fait n'est plus à faire. Et ce qui est encore mieux avec cette histoire, c'est que si je décide de modifier légèrement la façon dont je définis mes attributs associés à mes ressources, bah, comme elles sont toutes faites au même endroit, et ben, que ce soit les métriques ou les traces, elles vont toutes pouvoir profiter de cette définition. OK ? Donc ça c'était vraiment bien, et on en profite vraiment au jour le jour. Alors, j'en arrive au dernier truc, et c'était celui qui me faisait le plus peur, c'est les logs. Alors, pourquoi ça me faisait le plus peur ? Parce que, en fait, les métriques et les traces, nous, développeurs, on n'avait pas l'habitude d'en avoir. Et donc, en fait, les avoir, c'est juste un plus, quoi. Par contre, les logs, ça fait longtemps qu'on a des puits de logs qui marchent bien, et donc il s'agit de ne pas se rater au moment de mettre en place ça, quoi. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout fait pour essayer de réutiliser mon sidecar, ça marchait super bien. Et en fait, j'ai jamais réussi. Alors, si j'avais été plus patient, peut-être que j'aurais réussi, mais bon. Moi, je m'en suis... vraiment, je l'ai tordu dans tous les sens, quoi. Et à la fin, je me suis dit, OK, pas le choix, il va falloir que je lise les logs et que je parse les logs. Et parser des logs, c'est nul. Voilà. Donc pour ça, j'ai utilisé un daemon set. Donc c'est la troisième façon de pouvoir utiliser OpenTelemetry via l'opérateur. Il y a le déploiement classique, le sidecar et le daemon set. Et si vous ne faites pas de cube, qu'est-ce que c'est un daemon set ? C'est un objet qui vous garantit que vous allez avoir une instance qui tourne sur chacun des nœuds de votre cluster. Ce qui correspond assez bien à ce que je veux, c'est-à-dire que peu importe où mon application elle va arriver dans le cluster, je sais qu'il y aura quelqu'un qui l'attend, ou en tout cas qui attend ses logs, et qui vont pouvoir aller les lire. Alors par contre, je vous l'ai mis avec une petite attention là. Pour que ça fonctionne, il faut avoir des droits élevés en fait sur celui qui va faire tourner votre daemon set, puisqu'il faut monter un bout du file system des nœuds de votre cluster, quoi. Et donc, soit vous avez vous les droits pour pouvoir un petit peu faire ça, soit aller discuter avec les gens qui s'occupent du cluster. S'il est bien gouverné, théoriquement, ça devrait passer. Enfin, je veux dire, on n'est pas en train de parler d'un outil un petit peu sombre qui va éliminer des bitcoins, donc ça devrait bien se passer, quoi. Alors du coup, dans mon cluster, j'ai maintenant mon daemon set. Je vous dis que j'en ai qu'un, mais en fait, j'ai un déploiement sur chacun des nœuds de mon cluster, qui lit les logs, qui les envoie dans Loki. C'est la solution de log que j'ai utilisée, alors tout simplement parce que c'est celle de Grafana, donc j'ai décidé de rester cohérent, et qu'il est très fort pour pouvoir brute force des logs, mais avec une faible rétention dans le temps, quoi.
Et en l'occurrence, moi, je n'avais pas besoin d'avoir une grosse rétention dans le temps. Donc je lui mets beaucoup de logs. Je ne me pose pas la question, limite je suis tout en debug. Et puis après, au moment où je vais aller lire, je vais aller les brute force et il est bon pour ça, quoi. Et tout ça, ça remonte direct dans le Grafana. Okay, ce qui nous amène à la question, bah ouais, mais pourquoi tu passes pas par ton collecteur maître pour enrichir tes logs? Parce que bon, a priori, ça avait l'air d'être cool, quoi. Oui, mais non. Alors d'abord, le KBTS Attribute, il utilise l'IP entrante des flux pour déterminer quel est le pod qui est en train de lui parler. Donc si je l'utilise, il va me dire que tous mes logs ils sont produits par les daemon sets. Ce qui serait un petit peu mensonger, il ne produit rien, lui. Et en plus, il se trouve que la spécificité du puits de log que j'ai choisi, qui est Loki, ne supporte pas d'avoir un trop grand nombre d'attributs. Il ne le supporte pas, il tombe en out of memory, quoi. Et donc, eux, ils disent, ben, en gros, tes ressources, il vaut mieux que tu me les mettes directement dans le corps du log, et puis on fera du brute force dessus. Là, je suis très fort. Par contre, les attributs, pas trop, s'il te plaît, quoi. Que les trucs un petit peu statiques, genre, pour moi, le namespace, le nom de l'application, les niveaux de log, ça marche bien. Mais pas beaucoup plus que ça, quoi. Voilà. Je vais pouvoir vous montrer le YAML en question. Comment il fonctionne. Alors, est-ce que vous voyez bien? Non, vous voyez pas bien. Alors, non, j'ai pas scrollé sur le bon. Hop, je vous montre le haut de l'écran quand même. Donc c'est un nouveau receiver qui est le file log receiver. Donc je commence par lui dire ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas. En l'occurrence, moi, ben, j'exclus les logs qui sont produits par mes collecteurs OpenTelemetry. Enfin, je veux dire, là, pour le coup, je ne vais pas les voir dans mon puits de log. Hein, je vais aller directement les voir sur le cluster, quoi. Et ensuite, on va définir une série d'opérateurs. Là, on a un fonctionnement un peu à la Unix, c'est-à-dire que chaque opérateur fait un truc, mais il le fait bien. Et on va chaîner les opérateurs les uns après les autres. Et tout ça, c'est séquentiel, c'est-à-dire qu'il va lire le YAML et il va l'exécuter dans cet ordre-là. Donc je rappelle que moi j'ai un daemon set dans lequel je dois lire des logs au format Java, Nginx, Elastic, Kafka. Postgre, je ne m'étais pas encore attaqué à ce truc-là à ce moment-là, mais on se doute bien qu'une exécution séquentielle, ça va poser des problèmes, quoi. Bon. Ils sont pas trop bêtes. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, bah tiens, les exécutions séquentielles, c'est nul, on va faire un routeur. Donc je vous présente le switch case du file receiver, qui se base sur une expression régulière, ok, ça se comprend assez bien. Hein. Et donc là, en fonction de ce qui va se trouver dans le body, il va déterminer le runtime de container, ce genre de choses. La partie qui est intéressante, c'est la partie output. En fait, on peut nommer les opérateurs. Et donc là, il va dire, bah, en fonction, tu vas aller directement vers tel autre opérateur ou directement vers tel autre opérateur. Dans ce YAML, que je vous montre même pas en entier, et même le manifeste que je vous ai mis dans le dépôt à GitHub, il n'est pas complet par rapport à ce que moi j'ai. Il y a 300 ou 400 lignes, je crois, un truc comme ça, donc c'est important de nommer ces opérateurs. Un autre opérateur qui est intéressant, c'est l'opérateur recombine. Est-ce que vous bossez avec des langages qui génèrent des stack traces? Pas trop. Vous avez de la chance. Est-ce que vous avez déjà lu des logs dans lesquels vous avez 200 entrées de log pour représenter une seule stack trace? Ouais. Alors, soit vous êtes tous hyper chanceux, soit vous n'êtes pas très honnêtes quand même. Bon, ou alors il y a des mecs qui sont passés avant vous et qui étaient hyper balèzes, et du coup, en sortant de la conf, vous irez leur dire merci de faire leur boulot correctement. Non, et du coup, il est là pour ça, l'opérateur recombine, il est là pour dire, ouais, mais attends, en fait, peut-être que c'est pas une ligne égale un record, une entrée dans mon log, et ça se base toujours sur de l'expression régulière. Donc là, en l'occurrence, je lui dis, si tu commences par un numérique, c'est-à-dire de l'horodatage, bon, bah, je sais que c'est la première ligne, quoi. Quand j'ai une stack trace, elle va être un petit peu décalée, ce genre de choses-là. Et puis, comme il est en train, lui, de lire plein de fichiers en parallèle, je lui dis en plus, ah, au fait, la ligne que tu viens de lire, oui, c'est pas la première de mon entrée de log, mais par contre, merci de la combiner avec le bon fichier, quoi. Enfin, les logs croisés, ça va pas trop m'intéresser.
Prochain opérateur que je vous montre, qui est le regex parser, et qui est lui qui fait quand même un gros du boulot. En fait, son boulot à lui, c'est de pouvoir récupérer à l'intérieur de votre log, des données spécifiques pour pouvoir en faire des attributs. Alors moi, potentiellement, il y a plein d'attributs que j'ai déjà récupérés avant dans la conf que je ne vous ai pas montré, mais là, je vous en ai montré une spécialement, qui est celle qui m'intéressait pour récupérer les status codes d'un Nginx. Donc je vous l'ai dit que j'adorais développer en YAML, du coup, j'ai fait une petite expression régulière, et comme vous êtes tous plutôt développeurs, les expressions régulières, vous aimez ça, vous trouvez ça facile. Le matin, vous faites des mots croisés à base d'expressions régulières. C'est pas trop long à écrire. Et hop, je ne suis pas en train de scroller sur le bon écran. Oup, 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 oup. Bon, voilà. En fait, la partie qui m'intéresse et que je voulais vous montrer ici, c'est la parenthèse P status code là. Et ça, si vous avez déjà fait du Go, en fait, ça permet juste de nommer un groupe dans une expression régulière. Ok ? Et bon, évidemment, c'est pas moi qui ai fait cette regex, c'est Stack Overflow qui l'a faite, parce qu'il est meilleur que moi. Je scrolle pas au bon endroit. Voilà. L'autre petite particularité, l'attribut sévérité. En fait, pour OpenTelemetry, un log, c'est un body, plein d'attributs, une hmap, et une propriété particulière qui est la propriété sévérité. Toujours pour OpenTelemetry, les choses ne sont pas aussi simples que trace, debug, info, warn, error. Non, c'est trace 1, trace 2, trace 3, info 1, info 2, info 3. Bon. Moi, perso, 4 niveaux, ça me va bien. Mais du coup, pour nous aider à transformer des attributs en niveau de log, ils ont créé tout un tas de presets. Donc je vous invite à aller lire la documentation. Maintenant que je le sais, je vous invite à le faire. Et en l'occurrence, là, c'est un preset qui est hyper utile, qui me permet de dire tous les 5xx, ça va être du warn, tous les 4xx, ça va être de l'erreur, et ainsi de suite, sans que je sois obligé moi-même de lister spécifiquement tous les status codes en question. Après, s'il y a des gens qui ne sont pas contents avec le fait que j'ai décidé que 5xx, c'était du warn, on peut en discuter après, il n'y a pas de souci, je le prendrai pas mal. Okay. Dernier opérateur dont j'aimerais vous parler, c'est l'opérateur no-op. En fait, donc là vous avez vu, mais je vais avoir un premier bloc avec le parsing Nginx, un deuxième bloc avec le Java, un troisième bloc. Et donc à un moment donné, il faut bien que je le dise, Gava à la fin. Okay. Et en fait, pour ça, il y a l'opérateur no-op, qui est l'opérateur je fais rien, et qui a été implémenté exactement pour faire ça, en fait, pour faire un petit go-to-end. Okay. Il y a beaucoup d'autres, on ne va pas tous les voir. Il y en a un qui peut être intéressant, c'est l'opérateur filter, qui vous permet de dire ce bout de log-là, il ne m'intéresse pas. Genre quand Nginx me dit hey, j'ai reçu une requête sur /metrics, ça ne m'intéresse pas de l'avoir dans mon puits de log, je sais, c'est moi qui l'ai fait, les requêtes sur /metrics. Donc bon. Donc il y en a beaucoup, je vous conseille d'aller fouiller un petit peu là-dessus. Je vous montre un tout petit peu quand même un processeur particulier qui est le processeur Transform, qui va ici me donner la capacité de faire du chercher remplacer. Voilà. En fait, je crois que c'est élastique. Dans ces logs, j'avais du warn, du warning, du deprecation, et ça ne correspond à rien pour moi en termes de sévérité. Donc moi, je peux lui dire, tu vas prendre l'attribut sévérité, et partout où tu as warning, merci de le remplacer par warn. Ça ira très bien, warn. Voilà. Il y a des processeurs pour rajouter des attributs, les supprimer, faire de l'insert, upsert. Je ne vous montre pas ce qui est juste après, parce que c'est vraiment du spécifique Loki. Donc si ça vous intéresse parce que vous l'utilisez, vous les aurez dans les manifestes. Mais c'est vraiment quelque chose d'ultra spécifique. Je vous ai fait un tout petit screenshot qui n'est pas trop anonymisé, et en plus vous voyez rien, donc même si je ne l'avais pas anonymisé, ça n'aurait pas été grave. Mais c'est juste pour vous montrer que 1, j'ai du multiligne, que 2, les levels sont correctement perçus, et en bas, j'ai en fait déplié le log qui vous montre que je suis en capacité de dire que ce log spécifiquement a été poussé par le Kafka IAP Kafka 2 dans le namespace, parce que je l'ai anonymisé, que le service s'appelle Kafka et ainsi de suite. Okay.
Oui, mais et la corrélation? Tu nous avais promis la corrélation entre les traces et les logs et... C'est quand même ce qu'on vous a, ce qui nous a été vendu, quoi. Donc jusqu'à présent, on a vu, on définit bien nos ressources et tout, mais c'est pas suffisant en fait. Et oui, c'est pas suffisant en fait, parce qu'il fait pas tout. Il peut pas inventer une corrélation si vous ne la lui donnez pas. Alors après, c'est pas très compliqué. À partir du moment où vous avez une application qui produit des traces, les traces, elles vont avoir un identifiant. Vous changez votre format de log, vous avez cet identifiant dans vos traces, et si votre outil, en l'occurrence, moi c'est Tempo, il est pas trop bête, eh ben, il va automatiquement vous le mettre le bouton, quoi. Et pour les métriques, c'est pareil, il y a la notion d'exemplaire qui permet de donner un peu plus de contexte pour savoir exactement qui produit. Est-ce que cette métrique-là, quand tu m'as fait un timer, le max, quelle est la trace qu'il a produite? Donc ça, c'est possible. Ça existe dans OpenTelemetry. Moi, j'ai pas pu le mettre en place. Il y a des pull requests en fait qui sont en cours parce que en fait personne n'est d'accord. Je vous ai dit qu'ils avaient défini un format qui était un format de metrics qui était plutôt stable. Sauf que les mecs qui ont fait OpenMetrics, ils ont dit non, c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait le définir. Bref. Du coup, comme j'ai pas fini de le faire, je ne vais pas vous le montrer, mais j'abandonne pas, quoi. Alors, j'ai pas fini mon voyage au pays d'OpenTelemetry. Je continue à bosser dessus, je continue à faire des pull requests dessus, mais si on veut filer un petit peu la métaphore, bah, il est temps de mettre fin à ce cauchemar avant que la reine ne nous coupe la tête. Si vous n'avez pas la ref, regardez Alice au pays, enfin des merveilles, le vrai, pas celui-là. Mais quand même un petit récapitulatif. Alors les promesses tenues et celles pour lesquelles j'y avais été, bah, c'est open source. C'est open source avec une communauté qui est assez accueillante. Vous avez un problème, il y a un truc qui ne marche pas comme il devrait, bah, faites une pull request, récupérez les sources, lancez le debugger en local. Et en effet, la communauté, elle est ouverte et elle accepte les propositions, et ça c'est hyper chouette. Après, bon, c'est du dev en Go, c'est pas l'horreur. Moi, j'étais plutôt spécialiste du Java, ça a été un peu plus long que d'habitude, mais c'est passé quand même, quoi. Et c'est cool. L'autre, pas de vendor locking. En effet, vous pouvez parler à peu près à tout le monde en entrée, et vous pouvez parler à peu près à tout le monde en sortie. Et c'est tellement vrai que, en fait, on est déjà en train de le mettre en place sur un autre projet qui n'est pas dans un cadre de cluster cube, qui est chez un client chez lequel il y avait déjà des back-ends. Mais ce qui nous intéresse, en effet, c'est le collecteur magique pour pouvoir tirer beaucoup de choses et notamment créer des métriques à partir des logs, ce genre de choses-là. Et ça, je peux le faire avec mes processeurs directement. Bon, par contre, dans ce que j'avais pas vu venir, c'est que, bon, d'abord, c'est pas encore sec, hein, je vous ai dit, 0,77. On peut l'utiliser, mais c'est pas complètement sec. Et puis par contre, ben, c'est un outil open source. Donc si vous avez envie, vous, d'avoir une observabilité sur vos projets, mais d'avoir un truc qui marche bien et vite, peut-être aller sur une solution payante. Alors je ne les ai pas essayées, donc je ne peux pas vous garantir qu'elles soient bien. Je peux vous garantir qu'on a eu tout ce qu'on voulait à la fin avec OpenTelemetry, mais par contre, ce qu'on n'a pas payé en licence, bah, clairement, on l'a payé en coût de mise en place, quoi. Bon, il se trouve que de toute façon, on n'avait pas trop le choix. On avait un client qui nous avait dit c'est full open source ou c'est rien. Donc on l'a fait, quoi. Mais voilà, il faut se le dire. Si je vais y aller, ce ne sera pas gratuit. Et puis, bon, voilà. Alors après, j'espère qu'avec tous les murs que je me suis bouffé et que je vous ai présentés, il y en aura un petit peu moins, que vous vous poserez directement les bonnes questions parce qu'elles sont là aussi. Ok, je veux faire des logs, mais c'est quelle rétention? Est-ce que c'est une rétention longue? Est-ce que c'est une rétention courte? Est-ce que je vais faire de l'analytique? Donc en fait, il faut se poser toutes ces questions-là. Et puis j'avais dit que j'allais pas embêter les développeurs. Il y a quand même un ou deux moments où je leur ai dit, bah, maintenant, en fait, il va falloir qu'on prenne en compte ce genre de choses. Et oui, c'est pas parce que j'ai mis en place un outil qui permet de récolter la donnée. Enfin, je veux dire, si vous la produisez pas, il se passera jamais rien, quoi. Et donc ça veut dire qu'en fait, l'observabilité d'un système, c'est aussi une question de produire ce qu'il faut pour pouvoir pour avoir des choses intéressantes. Pour finir, je vais vous souhaiter un joyeux non-anniversaire à tous. Vous avez ici le GitHub OpenTelemetry Collector Contrib. Allez-y, clonez-le, c'est vraiment top. Et puis les slides et mon dépôt et le QR code là, c'est un petit open feedback, je crois, et vous l'avez aussi sur l'agenda directement ou sur l'application. Si vous avez envie de me donner un feedback, ce serait cool.
Merci.